Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie de l'appareil digestif. On va voir tout le reste des organes, c'est-à-dire le foie. Donc ça va être une partie un peu longue. Et ensuite, on aura l'intestin grêle, la jonction iléo-cécale et le rectum. C'est parti. Donc le foie, c'est un organe qui est très important au niveau de l'appareil digestif parce qu'en fait, c'est lui qui va être chargé de la filtration du sang intestinal. Les aliments, vous les avez vus, ils sont digérés une première fois au niveau de l'estomac, une deuxième fois au niveau du bloc duodéno-pancréatique, et ensuite l'absorption des nutriments qu'ils contiennent, ça se fait au niveau de l'intestin. Au niveau de l'intestin, on va avoir des veines qui vont récupérer le sang intestinal. Ces veines, elles vont se ramener vers le foie qui va filtrer les nutriments. Donc ça, c'est la première fonction, celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Deuxième fonction, ça va être la fabrication des éléments de l'hémostase, c'est-à-dire que le foie va fabriquer tous les éléments, enfin la plupart des éléments qui concourent à la coagulation du sang. Troisième fonction, c'est le stockage énergétique. Comme vous l'avez vu en biochimie, c'est lui qui va participer notamment à la glycogénogénèse et à la glycogénolyse. Et enfin, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, enfin dans la précédente vidéo, il synthétise la bile qui sera stockée par la vésicule biliaire et qui participe à la digestion. Donc on a deux vascularisations, vascularisation artérielle par l'artère hépatique et vascularisation veineuse par la veine porte. Toutes les deux, elles arrivent au foie. Normalement, un organe, ça a juste une vascularisation artérielle qui arrive et une vascularisation veineuse qui en revient. Donc là, on a les deux, artérielle et veineuse, qui arrivent jusqu'au foie. Maintenant, si on s'intéresse à la morphologie du foie et qu'on regarde un peu son aspect, vous pouvez voir donc qu'on a une extrémité droite qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus arrondie que son extrémité gauche, qui, elle, est un peu en forme de pointe, beaucoup plus effilée et dépasse dans le creux épigastrique, alors que le foie, normalement, il est dans l'hypocondre. Le foie, il va être entouré par ce qu'on appelle la capsule de Glisson, qui a pour fonction de protéger le parenchyme hépatique. Elle va donner au foie un aspect un peu marron, un peu brillant, et si jamais on a une déchirure de cette capsule, ça peut entraîner des hémorragies et des saignements. C'est elle qui maintient en fait le parenchyme hépatique bien homogène. Ensuite, si on fait une coupe transversale, c'est-à-dire qu'on fait une coupe type scanner et qu'on regarde le foie comme ça, on va voir qu'il n'est pas disposé de manière bien sagittale ou de manière bien sagittale ou de manière bien frontale. Il va être plutôt en diagonale, avec un grand axe qui va donc de dehors en dedans, d'arrière en avant. Il est comme ça en fait. Ou alors on peut dire de dedans en dehors, d'avant en arrière. Voilà. Ok, donc maintenant on va voir comment on décrit le foie de manière morphologique, c'est-à-dire comment à l'œil nu en fait on va le segmenter. D'abord, sur une vue antérieure, vous pouvez voir ici un ligament qui est le ligament falciforme. La définition du ligament, on l'a vu dans la première vidéo, c'est un accolement de deux feuillets de péritoine viscéral reliant deux organes. En effet, donc le ligament falciforme, ça va être un accolement de deux feuillets de péritoine viscéral tendus entre le foie en arrière, la paroi antérieure de l'abdomen en avant, le diaphragme thoraco-abdominal au-dessus, et voilà. Donc, ce ligament falciforme va se prolonger ensuite par le ligament rond. Donc, le ligament rond, c'est la prolongation du ligament falciforme qui se situe entre le sillon ombilical du foie et l'ombilic. Ce ligament rond, il faut noter qu'il résulte de la thrombose de la veine ombilicale gauche. Donc, vous avez vu en maïotique, vous allez voir que dans le cordon ombilical, de base, on a deux veines. On a la veine ombilicale droite qui régresse dès le début de la grossesse et la veine ombilicale gauche qui, elle, va se thromboser lorsqu'on va couper le cordon ombilical pour donner le ligament rond. Donc ici, c'est le ligament falciforme qui va permettre de faire la distinction entre un lobe droit et un lobe gauche sur la face antérieure du foie. Maintenant, sur une face inférieure, on va distinguer plusieurs éléments. Ici, vous avez la vésicule qui s'insère au niveau du foie, qui s'insère au foie au niveau du sillon cystique. Donc le sillon cystique, c'est l'insertion de la vésicule sur le foie.
Vous avez le ligament rond qui sillonne dans le sillon ombilical et le sillon veineux qui est la prolongation du ligament rond sur la face inférieure qui va lui se jeter dans la veine cave inférieure. Le sillon veineux, on l'appelle aussi le sillon veineux d'Arantus. Et ici, enfin, vous avez le pédicule hépatique. Le pédicule hépatique, en fait, c'est le regroupement des éléments qui vont rentrer dans le foie ou en sortir. Donc, vous avez dans ce pédicule hépatique, vous avez la veine porte, les voies biliaires et l'artère hépatique. Donc, c'est tous les éléments qui rentrent ou qui sortent du foie, regroupés en un même point. Tous ces éléments vont permettre donc de distinguer différents lobes sur la vue inférieure. On a donc le lobe carré qui est antérieur et qui va être situé entre la vésicule ou le sillon cystique à droite, le ligament rond à gauche et le pédicule hépatique ou le hile hépatique en arrière. Ensuite, vous avez le lobe caudé qui est en arrière du pédicule hépatique et vous retrouvez, comme tout à l'heure, le lobe droit et le lobe gauche. Enfin, sur la vue postérieure, on retrouve cette fois séparé par la veine cave inférieure. Donc attention, ne pas confondre la veine porte au niveau du hile et la veine cave inférieure qui passe en postérieur du foie et qui sépare le lobe gauche du lobe droit. Et vous verrez aussi, un peu en enfilade, vous verrez le lobe caudé et le lobe carré qui sont toujours sur la face inférieure. Le problème de cette segmentation morphologique, c'est qu'en fait, elle ne permettait pas du tout de faire des chirurgies du foie. Parce qu'en fait, avant, on avait mal étudié la vascularisation portale du foie. Donc, dès qu'on touchait au foie pour une opération, ça déclenchait des énormes hémorragies. Dans les années 1950, on a un chirurgien français, Charles Quinault, qui a en fait étudié cette vascularisation et qui a permis de mettre en place une segmentation fonctionnelle calquée sur la vascularisation du foie, ce qui nous a permis du coup de protéger le foie lors des chirurgies. En effet, ici vous avez la veine porte qui va se diviser en une branche droite et une branche gauche. La branche droite, elle va donner une veine paramédiane, une veine latérale, la branche gauche aussi, une veine latérale et une veine paramédiane, ainsi qu'un récessus veineux qui va rejoindre le ligament rond, puisqu'on se rappelle, le ligament rond, c'est le résultat de la thrombose de la veine ombilicale gauche qui, de base, allait rejoindre le foie. Donc morphologiquement, on distinguait un lobe droit et gauche par rapport au ligament falciforme. Maintenant, fonctionnellement, on va distinguer un foie droit et un foie gauche qui vont être séparés par la scissure porte principale. Donc dans sa définition, c'est une ligne imaginaire qui va du bord droit de la veine cave inférieure jusqu'au fond de la fossette cystique. On va voir ça maintenant. Donc ici, vous avez votre scissure porte principale et vous pouvez voir qu'en effet, elle va du bord droit de la veine cave inférieure jusqu'au fond de la fossette cystique. En fait, pour voir la scissure porte principale, il faut couper la branche droite, enfin isoler la branche droite de la veine porte, ce qui fait que tout le secteur droit ne va plus être vascularisé, donc va se décolorer. Et de là, vous pourrez faire la distinction entre le foie droit et le foie gauche. Et la délimitation entre les deux, ce sera au niveau de la scissure porte principale. Donc de la même manière, on va pouvoir mettre en place une scissure porte droite et une scissure porte gauche qui nous permettent de diviser les différents secteurs. Donc ici, on a la scissure porte gauche dans laquelle on retrouve la veine hépatique gauche. Ici, on a la scissure porte principale dans laquelle on a la veine hépatique médiane. Et là, on a la veine hépatique droite qui circule dans la scissure porte droite. Alors, à gauche de la scissure porte gauche, du coup, on va avoir le secteur latéral gauche. Entre la scissure porte gauche et la scissure porte principale, on a le secteur paramédian gauche. Paramédian, c'est de part et d'autre de la ligne principale. Ensuite, entre la scissure porte principale et la scissure porte droite, on a le secteur paramédian droit. Et tout à droite de la scissure porte droite, on a le secteur latéral droit. Donc le secteur latéral gauche
il va être vascularisé par la veine latérale gauche, le secteur paramédian gauche par la veine paramédiane gauche, le secteur paramédian droit par la veine paramédiane droite et le secteur latéral droit par la veine latérale droite. C'est les veines qu'on a vues tout à l'heure. C'est pour ça qu'on dit qu'on est bien calqué sur la vascularisation portale. Donc ça, c'était la division en secteurs selon les scissures. Maintenant, ces secteurs, on va eux-mêmes les diviser en différents segments. Donc on a le segment 2 qui correspond au secteur latéral gauche, le segment 3 entre la scissure porte gauche et le ligament falciforme, le segment 4 entre le ligament falciforme et la scissure porte principale. Donc là, important, vous remarquez que le segment 4, puisqu'il est entre le ligament falciforme et la scissure porte principale, il est situé au niveau du lobe droit, mais au niveau du foie gauche. C'est ce que je vous ai mis là. Et ensuite, donc, pour tout le foie droit, on va avoir les segments 5, 6, 7 et 8 dans le sens des aiguilles d'une montre, avec dans le secteur paramédian droit le 5 et le 8, et dans le secteur latéral droit le segment 6 et le segment 7. Ok. Maintenant, il manque un segment que je n'ai pas encore cité, c'est le segment 1 qu'on voit en fait sur une vue inférieure du foie et qui correspond au lobe codé. Donc le segment 1, c'est le lobe codé. Donc là, on a bien une correspondance morphologique et fonctionnelle. Tout comme le segment 4, si on le place sur une vue inférieure, va correspondre au lobe carré. Donc vous retenez qu'un carré, ça a 4 côtés, donc ça correspond bien au segment 4. Voilà. Donc on a les scissures qui séparent les segments et les segments, non, pardon, les scissures qui séparent les secteurs et on découpe les secteurs en segments. Et on a les veines sushépatiques qui vont circuler dans les différentes scissures qu'on a vues tout à l'heure. Ok, maintenant on va voir les moyens de fixité du foie. En effet, votre foie, il ne va pas être libre comme ça dans la cavité péritonéale, il va être amarré au diaphragme et à la paroi antérieure grâce à différentes attaches. Donc, première attache, c'est le ligament falciforme. On l'a vu, il est tendu entre le diaphragme thoraco-abdominal en haut, le ligament rond en bas, la paroi antérieure en avant et le foie en arrière. Si on le décrit, on peut voir que ce ligament, il décrit déjà un feuillet droit qui va venir recouvrir toute la face antérieure du foie. Là, ici, on ne le voit pas parce qu'il est relevé par des crochets. Donc, il recouvre la face antérieure du foie. Ensuite, il vient s'amarrer à la face inférieure du diaphragme. C'est ce qu'on voit là. En fait, là, on a soulevé avec des crochets le diaphragme thoraco-abdominal. Et on peut bien voir cette adhérence péritonéale entre le foie et le diaphragme. C'est comme si on avait en fait un scotch qui venait attacher le foie. Ensuite, on passe au niveau de la face postérieure et on peut voir que ce feuillet droit, il va venir longer le bord droit de la face postérieure du foie. Ensuite, il va passer en avant de la veine cave inférieure, en avant puisque là, on est sur une vue postérieure. Au niveau de la projection du lobe codé, il va remonter. Donc, ici, c'est le lobe codé à peu près. On a le péritoine qui remonte le long de la face postérieure, puis qui redescend, qui vient entourer le pédicule hépatique, et puis qui revient donc au niveau du ligament rond sur la face antérieure du foie. Ça, c'est pour le feuillet droit. Maintenant, à gauche, on a à peu près la même chose. En fait, on recouvre la face antérieure, on longe le bord latéral de la face postérieure. Ensuite, sur la face inférieure, on va non pas entourer, mais longer le hile hépatique et revenir encore une fois au niveau du ligament rond sur la face antérieure. Là, ce qu'on voit, c'est que donc on a une aire sur la face postérieure du foie qui est dénuée de péritoine. On appelle ça l'area nuda. Cette aire, elle est circonscrite par les deux feuillets du péritoine qui se réfléchissent pour former le ligament triangulaire gauche et le ligament triangulaire droit. L'ensemble des deux ligaments triangulaires, ça forme le ligament coronaire qui permet donc de rattacher le foie au diaphragme. Donc ça, c'était le premier moyen de fixité du foie, c'est le ligament falciforme.
Ensuite, deuxième moyen de fixité, c'est le ligament transverse de la veine cave inférieure. C'est ce segment vert que vous voyez là, qui passe en arrière de la veine cave inférieure et qui fait pont entre le lobe droit et le lobe gauche. Enfin, troisième moyen de fixité, ce sont les veines hépatiques. On les a vues tout à l'heure, elles sont là, qui viennent récupérer le sang veineux qui a été filtré dans le parenchyme pour s'aboucher dans la veine cave inférieure. On remarque d'ailleurs que souvent, la veine hépatique gauche et la veine hépatique médiane se rejoignent en un tronc commun avant de se jeter dans la veine cave inférieure. Donc maintenant, on va voir le pédicule hépatique un peu plus en détail. D'abord, on va voir sa projection, c'est-à-dire où est-ce qu'il se situe au niveau de l'anatomie de surface. Il va se trouver un point qu'on appelle le point de Murphy, qui va être en fait la projection à la fois du hile hépatique et à la fois de la vésicule biliaire. C'est à peu près au même endroit en fait. C'est le point de Murphy qui se situe à l'intersection du bord droit du muscle grand droit de l'abdomen, c'est le muscle des tablettes de chocolat, et du bord inférieur des côtes. Donc, bord inférieur des côtes et bord droit du muscle droit, c'est le point de Murphy où se projette le hile hépatique. Maintenant, le hile hépatique, il va regrouper à la fois des éléments fonctionnels et à la fois des éléments nourriciers. Alors, les éléments fonctionnels, ça va être ceux qui vont permettre au foie d'assurer sa fonction. On va donc retrouver la veine porte en arrière du hile. Donc la veine porte, c'est elle qui apporte le sang intestinal, donc c'est elle qui permet la fonction de filtration. Ensuite, en avant et à gauche, on a l'artère hépatique propre qui va apporter tous les nutriments et l'oxygène nécessaires au foie pour qu'il puisse assurer son rôle. Et enfin, en avant à droite, on a la voie biliaire qui va partir du foie pour que celui-ci puisse sécréter la bile. Donc ça, c'est tous les éléments fonctionnels. Ensuite, on a aussi des éléments nourriciers, donc c'est les éléments vasculaires, nerveux et lymphatiques qui vont assurer non pas la fonction de l'organe, mais sa survie, donc qui vont lui apporter les nutriments nécessaires à ce qu'il se maintienne. Ok, donc maintenant, on va voir la composition du hile plus en détail. D'ailleurs, attention à bien faire la distinction entre le mot hile et le mot pédicule. Souvent, on les emploie en tant que synonymes. Mais si on regarde en détail, le hile, en fait, ça va être le lieu de pénétration des éléments du pédicule. C'est-à-dire que le pédicule, c'est les éléments qui vont et qui repartent de l'organe. Donc ici, la veine porte, l'artère hépatique et les voies biliaires. Et le hile, c'est vraiment l'endroit précis où ils vont rentrer dans l'organe. Alors que le pédicule, c'est juste l'ensemble des éléments. Donc, premier élément, c'est la veine porte. On a dit qu'elle était tout en arrière du hile. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, elle se constitue en arrière de l'isthme du pancréas par la réunion de la veine splénique qui draine le sang de la rate, de la veine mésentérique inférieure qui draine donc tout le sang du côlon gauche et du rectum, et de la veine mésentérique supérieure qui draine donc l'intestin grêle et la partie droite du côlon. Ensuite, on a l'artère hépatique. L'artère hépatique, on l'a vu, elle est issue donc du tronc cœliaque. Elle est d'abord artère hépatique commune. Elle donne l'artère gastro-duodénale et devient à ce moment-là l'artère hépatique propre qui se divise en branche droite et en branche gauche. Et enfin, on a les voies biliaires qui vont sécréter la bile et qui vont rejoindre le conduit cystique. Ce hile, en fait, on va le segmenter en différents étages. D'abord, l'étage le plus haut, c'est l'étage supérieur. On dit que c'est le lieu des divisions, parce qu'en effet, on a la veine porte et l'artère hépatique qui vont se diviser en branche droite et en branche gauche. Et c'est aussi le lieu des convergences, puisqu'on y trouve la convergence biliaire supérieure. On parle d'étage hilaire à proprement parler, puisque c'est à ce niveau-là qu'on va avoir l'entrée et la sortie des éléments dans le foie.
Ensuite, un peu plus en dessous, on se trouve à l'étage moyen. On va donc avoir la convergence biliaire inférieure. On va avoir le pédicule à proprement parler, puisque c'est là que les éléments se regroupent. Et on va avoir le triangle de Callot. Le triangle de Callot, il est délimité entre l'artère cystique au-dessus, qui vascularise la vésicule biliaire et qui est issue soit de l'artère hépatique propre, soit de l'artère hépatique droite, qui est limité par le conduit cystique en dehors et le conduit biliaire principal en dedans. Enfin, on a l'étage le plus bas, c'est l'étage inférieur, où on trouve le triangle interporto-cholédocien, parce qu'il est formé par la divergence de la veine porte avec le conduit cholédoque, et où on trouve la constitution du tronc de la veine porte par la réunion de la veine mésentérique supérieure, de la veine splénique et de la veine mésentérique inférieure, en arrière de l'isthme, comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. Maintenant, on va passer au dernier, à l'intestin grêle. C'est pas le dernier organe, mais on y arrive. Donc, on en a terminé avec le foie. Maintenant, on va passer à l'intestin grêle. On en a déjà vu la première partie, qui était le duodénum. Maintenant, il nous reste à voir le jéjunum et l'iléon. Donc, le jéjunum, ça va être la deuxième portion qui débute après le duodénum au niveau de l'angle duodéno-jéjunal, qu'on appelle aussi angle de Treitz. Le jéjunum, il va faire à peu près la moitié de l'intestin grêle. Hein. L'intestin grêle, au total, il a une longueur de 6 mètres environ. Ça peut varier entre les personnes, allant de 3 à 10 mètres. Mais le jéjunum en fait à peu près la moitié. Ces anses, elles vont être disposées horizontalement. C'est ce qu'on voit là. Donc, on a des anses horizontales qui vont débuter à l'angle duodéno-jéjunal. Ensuite, du jéjunum, on va passer de manière assez progressive à l'iléon. L'iléon qui va lui aussi faire à peu près 3 mètres et qui va avoir des anses, cette fois-ci, bien verticales, contrairement au jéjunum. C'est ce qui permet en fait sur une radio de faire la distinction entre les anses jéjunales et les anses iléales. L'iléon va s'aboucher au côlon droit au niveau de la face médiale et postérieure du côlon droit. Donc, si on refait un récap des jonctions, entre l'œsophage et l'estomac, on avait le sphincter inférieur de l'œsophage. Entre l'estomac et le duodénum, on avait le pylore. Entre le duodénum et le jéjunum, on a cet angle de Treitz. Maintenant, entre le jéjunum et l'iléon, on n'a pas de marque anatomique précise. On a seulement ce passage des anses horizontales à des anses verticales. À noter que le calibre de l'intestin grêle, il n'est pas constant tout le long. Il va peu à peu se réduire et on va passer d'un calibre de 3 cm à peu près au début du jéjunum à un calibre de 1 cm plutôt vers la fin, ce qui fait qu'en fait, si jamais vous ingurgitez un élément trop gros, celui-ci peut venir se bloquer, passer tout le jéjunum, et quand le calibre sera trop petit, il va venir se bloquer à la fin de l'iléon et ça va provoquer un iléus. Ok. Maintenant, on va voir les différentes couches qui composent l'intestin, comme on avait vu pour l'estomac, la muqueuse, la musculeuse et la sous-muqueuse. Donc d'abord, on commence avec la muqueuse. La muqueuse, elle va présenter, dès le début du deuxième duodénum, des replis qui vont permettre d'augmenter sa surface d'absorption. Parce qu'en effet, les aliments vont avoir leurs nutriments absorbés au niveau de l'intestin et pour ça, il faut avoir une grande surface pour maximiser cette fonction d'absorption. Ensuite, vous avez la couche intermédiaire, c'est la sous-muqueuse, c'est elle qui va véhiculer en fait les vaisseaux, donc lymphatique qui absorbe les graisses, veineux qui absorbe le reste et qui les achemine jusqu'à la veine porte, et aussi les vaisseaux artériels. Et enfin, vous avez la couche musculaire, donc il y a les deux couches présentes sur tout le tube digestif, c'est-à-dire circulaire interne et longitudinale externe, qui vont permettre en fait à l'intestin de se contracter de manière régulière afin de faire progresser le bol alimentaire. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme digestif. Donc ça, c'était pour les 3 couches. Ensuite,
on va voir le mésentère. Donc le mésentère, c'est, comme on l'a vu dans la première vidéo, le méso au niveau de l'intestin. On rappelle la définition d'un méso, c'est un double feuillet de péritoine viscéral qui va relier l'organe à la paroi postérieure de l'abdomen et véhiculer les vaisseaux qui vont le vasculariser. Donc ici, au niveau du mésentère, on va rattacher l'intestin grêle à la paroi postérieure de l'abdomen et on va lui apporter l'artère mésentérique supérieure. Cette artère mésentérique supérieure, elle va se diviser en une arcade bordante qui va border l'intestin grêle et d'où vont partir à peu près tous les centimètres des vaisseaux droits qui vont se diviser pour vasculariser en avant et en arrière l'intestin grêle. Ce mésentère, il va nous permettre de distinguer deux bords au niveau de l'intestin grêle. On a un bord mésentérique qui fait face à la paroi postérieure, qui est le lieu d'insertion du mésentère, et un bord anti-mésentérique qui fait donc face à la paroi antérieure et qui est opposé à l'insertion du mésentère. Au niveau de ce bord anti-mésentérique, on va trouver des amas lymphoïdes, qu'on appelle aussi les plaques de Peyer, qui sont présents, attention, dans le bord anti-mésentérique de l'intestin grêle, mais uniquement dans la portion distale. Ce n'est pas tout le long de l'intestin grêle, seulement à la fin. Et ces amas lymphoïdes vont être notamment sujets aux infections et peuvent donner, par exemple, la salmonellose. Ok. Maintenant, on va voir comment est vascularisé l'intestin. L'artère mésentérique supérieure, elle va prendre fin au niveau de ce qu'on appelle le diverticule de Meckel. C'est ce que vous voyez là. Ce diverticule de Meckel, ça correspond à un vestige du cordon ombilical qu'on va trouver à peu près chez 10% des patients et qui se situe à 50-70 cm du côlon. Donc c'est à ce niveau-là que se termine l'artère mésentérique supérieure. On va décrire premièrement son bord gauche. Du bord gauche vont partir à peu près une dizaine de branches qui vont partir soit bien séparées les unes des autres et bien alignées le long du bord gauche. On dit que c'est un départ en peigne. Soit elles vont partir d'un tronc commun et puis se diviser. C'est ce qu'on appelle un départ en bouquet. Quoi qu'il en soit, ensuite elles vont se séparer et s'interconnecter via des anastomoses de premier, de second et parfois de troisième ordre. En tout cas, tout ça va se terminer sur l'arcade bordante intestinale qu'on a vu tout à l'heure et d'où partent tous les vaisseaux droits. Ça, c'était pour le bord gauche. Ensuite, on a le bord droit de l'artère mésentérique supérieure où on a aussi le départ de plusieurs artères. On a l'artère colica media qui va vasculariser la partie droite du côlon transverse. L'artère colique angulaire droite, enfin l'artère colique angulaire, qui va vasculariser l'angle colique droit, et l'artère iléocolique droite, qui s'appelle aussi l'artère iléo-biséco-colo-appendiculaire. Moi, je retenais son nom parce que ça permettait de retenir toutes ces branches terminales, puisqu'en effet, en fait, elle va donner une branche iléale qui longe l'iléon, donc c'est iléo, deux branches sécales, biséco, qui vont aller en arrière du sécum, une branche qui va aller au niveau de l'appendice vermiforme, c'est l'artère appendiculaire, et une artère qui est le rameau colique ascendant, qui va remonter le long du côlon, se prolonger par l'arcade bordante du côlon, et l'arcade bordante du côlon se prolonge elle-même par ce qu'on appelle l'arcade de Rioland. L'arcade de Rioland est importante parce que c'est elle qui permet de faire la jonction entre l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Donc on récapitule, on a au niveau du bord droit, du bord gauche, les 10 à 11 branches. Au niveau du bord droit, on a la colica media, la colique angulaire et l'iléocolique droite qui donne un rameau iléal, une artère appendiculaire, deux artères sécales et une artère colique ascendante qui se prolonge par l'arcade bordante du côlon, qui se prolonge par l'arcade de Rioland qui fait la jonction entre l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure.
Ok, maintenant on en arrive à la dernière partie de ce cours sur l'appareil digestif, c'est le rectum. C'est la partie terminale du tube digestif qui va avoir pour fonction de stocker les matières fécales. Donc déjà, on va décrire le cadre osseux dans lequel il s'inscrit. On a ici l'épine iliaque antéro-supérieure, c'est la proéminence osseuse. Ici, vous avez donc les 5 vertèbres sacrées, S1, S2, S3, S4 et S5, qui se terminent par le coccyx et qui sont surmontées de cette crête sacrale médiane. Ensuite, on a la grande incisure, l'épine sciatique, la petite incisure. Ici, vous avez la grosse tubérosité gastrique, la symphyse pubienne, et au milieu, vous avez le foramen obturé. On l'appelle ainsi parce qu'il est traversé d'une membrane. Donc ça, c'est pour la description de l'os coxal. On voit donc que lorsqu'on s'assoit, puisqu'on a ça de chaque côté, on s'assoit avec un losange osseux qui est formé en arrière du coccyx, en avant de la symphyse pubienne et sur les deux côtés des tubérosités ischiatiques. Maintenant, on va décrire un peu plus en détail le rectum et on va voir qu'il est formé de plusieurs portions. Donc, première portion, je vais nous mettre sur une vue sagittale pour qu'on voit mieux. Alors, première portion, c'est l'ampoule rectale. L'ampoule rectale, c'est toute cette portion dilatée que vous avez là, qui vient bien épouser la concavité sacrée, et c'est elle qui va servir en fait de réceptacle aux matières fécales. On peut voir que cette ampoule rectale, qu'on appelle aussi le rectum pelvien, est divisée en deux sous-parties. Une partie qui est tapissée par le péritoine, c'est la portion péritonisée supérieure, et une portion qui, elle, est sous-péritonéale. Ensuite, après l'ampoule rectale, on a ici, vous voyez, une angulation de 110 degrés ouvert vers l'arrière. C'est ce qu'on appelle le cap anal ou angle ano-rectal. Cette angulation, en fait, elle est créée par l'action d'un muscle qui est le muscle levator ani et qui va jouer un rôle dans la continence des matières fécales au sein de l'ampoule. Enfin, dernière partie, c'est la portion courte et droite que vous voyez là, qui est le canal anal, qu'on appelle aussi le rectum périnéal. Donc, rectum pelvien, c'est l'ampoule. Rectum périnéal, au niveau du périnée, c'est le canal anal. Et cette dernière portion va s'aboucher à la peau par l'anus. Donc, on revient en arrière. Voilà, c'est ce que je vous ai mis là. Au niveau des couches, comme on l'a décrit tout le long du tube digestif, on retrouve toujours la muqueuse, la sous-muqueuse et la musculeuse. Donc, la muqueuse, premièrement, on va retrouver les 3 valves anales, donc une supérieure, une moyenne et une inférieure, avec 2 à gauche et une à droite. Ces valves anales, c'est des replis muqueux qui vont aller à l'intérieur du rectum. Ensuite, on va avoir les colonnes anales, c'est des colonnes muqueuses que vous voyez là, qui vont se terminer par ce qu'on appelle les sinus anaux. Les sinus anaux, en fait, ce sont des glandes qu'on appelle les glandes d'Hermann et des Foss, qui vont être responsables de la sécrétion des phéromones et qui, lorsqu'elles vont s'infecter, vont sécréter du pus. C'est ce qu'on appelle des suppurations anales. C'est pas très charmant, mais voilà. Et enfin, on se termine au niveau de l'anus avec les plis radiés. Ensuite, on a la sous-muqueuse. Donc la sous-muqueuse, encore une fois, c'est une lame porte-vaisseau qui va amener notamment les veines. Ici, ce qui est intéressant, c'est que les veines vont se regrouper et s'entremêler pour former les plexus. On va avoir les plexus hémorroïdaires supérieurs au niveau de la zone des colonnes, qu'on verra ensuite, et les plexus hémorroïdaires inférieurs. Les plexus hémorroïdaires inférieurs, ils vont drainer le sang veineux au niveau de la veine porte. Donc ça va aller dans le foie, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça rejoint le système porte. En revanche, les plexus hémorroïdaires inférieurs, eux, ils vont se drainer dans la veine iliaque. Donc la veine iliaque, elle va rejoindre le système cave. Et enfin, on a la musculeuse. Donc la musculeuse, elle va avoir un grand rôle dans la continence, puisqu'on va avoir donc
Premièrement, un épaississement des fibres circulaires internes, c'est ce qui est en orange ici, qui va donner le sphincter lisse. Donc, le sphincter lisse, c'est l'épaississement des fibres circulaires internes. Ce sphincter lisse, il va être engainé par un allongement des fibres longitudinales externes, qu'on appelle les ligaments de Parkes. Et cet engainement autour du sphincter lisse, ça va former ce qu'on appelle le muscle corrugator cutis ani. Encore une fois, on a un engainement supplémentaire avec un sphincter strié qui a 3 faisceaux. Donc du plus superficiel au plus profond, on a le faisceau sous-cutané, le faisceau superficiel et le faisceau profond. Sur ce sphincter strié vient s'amarrer le muscle levator ani qui va permettre de jouer un rôle dans la continence. Donc on a sphincter lisse, c'est la couche circulaire interne. Corrugator cutis ani, c'est les longitudinales externes sur le sphincter lisse. Se rajoute à ça le sphincter strié et le levator ani. Donc tout ça, ça permet la continence des matières fécales. Ensuite, on va décrire le cap anal. Donc on rappelle que le cap anal, c'était la portion terminale du rectum, qu'on appelle aussi le rectum périnéal. On va le diviser en plusieurs étages grâce à des lignes. Donc on a premièrement la ligne anorectale qui est située en haut des colonnes. En dessous de la ligne anorectale, on a la zone columnaire, donc, qui contient les colonnes et les plexus hémorroïdaires supérieurs. En dessous de la zone columnaire, on a la ligne pectinée. En dessous de la ligne pectinée, on a la zone de transition, qu'on appelle ainsi parce qu'on a la transition entre la muqueuse glandulaire et la muqueuse épidermoïde. En effet, ici, on est au niveau de la peau, donc on a un épiderme. Ici, par contre, on a une muqueuse digestive avec des sécrétions et des glandes, donc on avait bien une muqueuse glandulaire. La transition entre les deux, elle se fait dans cette zone. Enfin, on a la ligne anocutanée qui nous permet d'arriver au niveau de la zone de la marge anale. Donc c'est là qu'on va trouver les plis radiés de l'anus et la muqueuse épidermoïde. Ok, maintenant on va voir la différence des rapports du rectum entre l'homme et la femme, puisque chez l'homme on va avoir des organes tels que la prostate, alors que chez la femme on va plutôt retrouver l'utérus et le vagin. Donc on va avoir un rectum qui va se trouver en contact avec des organes différents. Donc ici on regarde, on est chez l'homme, on a la vessie en avant du rectum avec la prostate et les vésicules séminales. On va voir que chez l'homme, le péritoine vient se déposer donc sur la face supérieure de la vessie. Et maintenant, entre la vessie et la face antérieure du rectum, on va avoir un espèce de récessus, on va avoir une invagination du péritoine entre les deux, qui forme ce qu'on appelle le cul-de-sac de Douglas. Donc vous avez la définition là, c'est la portion la plus déclive du péritoine, qui est formée par la réflexion du péritoine viscéral sur la face antérieure du rectum. Donc ici, c'est la portion la plus basse de la cavité abdominale. Ce qui fait que si vous avez des infections, par exemple des péritonites qui vont sécréter du pus, bah, le pus il va aller, du fait de la gravité, dans l'endroit le plus bas de la cavité abdominale. Il va se collecter ici. Quand vous allez aller chez le médecin, il va vous faire un toucher rectal, il va venir palper cette zone-là et ça va être très douloureux. Ok, donc ça c'est pour le cul-de-sac de Douglas. Ensuite, vous voyez là une cloison tendue entre le cul-de-sac de Douglas et le plancher pelvien qui vient séparer le rectum de la prostate. Et ça, c'est ce qu'on appelle le septum recto-prostatique ou encore appelé fascia de Denon-Villiers. Ça, c'était pour les rapports chez l'homme. Maintenant, chez la femme, eh bien, on n'a pas une prostate, mais on a plutôt l'utérus et le vagin qui vont être en contact avec le rectum. Et donc, on ne parle pas de récessus vésico-utérin comme chez l'homme, mais plutôt de récessus utéro-rectal chez la femme, puisque le péritoine va venir se déposer sur la face supérieure de l'utérus et se trouver entre l'utérus et le rectum pour le Douglas. Ensuite, on n'a pas une cloison recto-prostatique, mais cette fois une cloison recto-vaginale.
Voilà, donc c'est la fin de ce cours sur l'appareil digestif. J'espère que j'ai été claire pour les deux vidéos. Encore une fois, vous n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur le forum. Enfin, je vais bientôt sortir un DM sur le cours. Et, euh, et voilà. Bisous. Travaillez bien.